Le Parménide de Platon, introduction, notice d'Émile Chambry le traducteur, suite. Première hypothèse, si l'un existe, qu'en résulte-t-il? Si l'un existe, il ne saurait être plusieurs, ni par conséquent avoir des parties et être un tout. Il n'aurait donc ni commencement, ni fin, ni milieu. Il est par suite illimité. Étant illimité, il est sans figure, parce que toute figure a des parties. Étant tel, il n'est nulle part, car il ne peut être ni en autre chose ni en soi. En autre chose, il serait encerclé dans la chose où il serait, et il aurait avec elle des contacts, chose impossible à ce qui est sans partie. En lui-même, il ne serait plus un mais deux, car autre chose est ce qui enveloppe, autre chose ce qui est enveloppé. L'un n'est donc nulle part. Voyons s'il est en repos ou en mouvement. S'il était en mouvement, ce serait par altération. Alors il ne serait plus un, ou par déplacement, ou alors où il tournerait en cercle à la même place, où il passerait d'un endroit dans un autre. Dans le premier cas, il s'appuierait sur un centre et aurait nécessairement d'autres parties. Dans le second, il faudrait qu'il pût être quelque part ou qu'il se rendît quelque part. Mais il n'y pourrait aller que par partie ou en bloc, ce qui lui est impossible. L'un ne se meut donc d'aucune espèce de mouvement. D'un autre côté, ne pouvant être en quelque chose, il n'est jamais à la même place, et par conséquent n'est jamais immobile. Il n'est donc ni en repos, ni en mouvement. Il n'est pas non plus le même qu'un autre et que lui-même, ni autre que lui-même et qu'un autre. Autre que lui-même, il serait autre que l'un et ne serait plus l'un. Le même qu'un autre, il serait cet autre et non plus l'un. Il ne sera pas non plus autre qu'un autre, tant qu'il sera l'un, car il n'appartient pas à l'un d'être autre que quoi que ce soit, mais à l'autre seulement. Il ne sera pas non plus le même que lui-même, parce que la nature de l'un n'est point celle du même, et que par conséquent, l'un ne peut être le même que quoi que ce soit. L'un n'est pas non plus semblable, ni dissemblable à lui-même et à un autre, car s'il a quelque caractère distinct de son unité, il deviendra plus qu'un, ce qui est impossible. Il n'est pas égal, ni inégal à lui-même, ni à un autre. Égal, il participerait du semblable ou du même, ce qui ne peut être. Inégal, du dissemblable, ce qui ne peut être non plus. Il n'est ni plus vieux ni plus jeune, ni du même âge que lui-même et qu'un autre. Plus vieux ou plus jeune, il serait inégal, du même âge, il serait égal. Il n'est donc pas dans le temps, puisqu'une chose qui est dans le temps doit devenir toujours plus vieille qu'elle-même, et l'on ne peut pas dire qu'il a été, ni qu'il est, ni qu'il sera. Comme ce sont là les seules manières de participer à l'être, il en faut conclure que l'un n'est pas. Or s'il n'est pas, il n'est pas l'un, et ne peut être ni connu ni nommé. Nous aboutissons à l'absurde. Deuxième hypothèse, si l'un est, il participe de l'être. Qu'en résulte-t-il? Si l'un est, il participe de l'être. Il s'ensuit que l'un a des parties, l'un est l'être, et qu'il est un tout. Chacune de ces parties contient encore l'un et l'être, et ainsi de suite à l'infini, en sorte que l'un est une pluralité infinie. L'être et l'un diffèrent entre eux par l'autre, et l'on peut tirer de ces trois choses toute la numération et montrer que le nombre des êtres est infini. L'un étant un tout composé de parties, il est limité, puisque les parties sont renfermées dans le tout, et que ce qui renferme est une limite. Parce qu'il est limité, il a des extrémités, et par suite une figure soit ronde, soit droite, soit mixte. Il est en lui-même et en autre chose. En lui-même, car si toutes les parties sont contenues dans le tout qu'est l'un, l'un est enveloppé par l'un,
et il est en lui-même. En autre chose, car le tout n'est pas dans ses parties, ni dans toutes, ni dans quelques-unes. Si en effet il était dans toutes, il serait aussi dans chacune, et s'il était dans une, le plus serait dans le moins. Il faut donc qu'il soit dans autre chose ou qu'il ne soit nulle part. L'un est en mouvement et en repos. Étant en lui-même, il reste à la même place. Il est donc toujours en repos. Mais en tant qu'il est dans un autre, il est en mouvement. L'un est le même et l'autre que lui-même, et le même est autre que les autres choses. N'étant pas autre que l'un, il est le même que lui-même. Mais étant ailleurs qu'en lui-même, restant en lui-même, il est forcément autre que lui-même puisqu'il est ailleurs. Il est autre que les autres choses parce que tout ce qui n'est pas un est autre que l'un, et l'un autre que ce qui n'est pas un. Enfin, il est identique aux autres choses parce que le même en soi et l'autre étant contraires l'un à l'autre, le même ne peut résider dans l'autre, ni l'autre dans le même, et que l'autre ne peut donc jamais être dans aucun être. Ce n'est donc pas par l'autre que l'un sera autre que ce qui n'est pas un. Ce n'est pas non plus par eux-mêmes que l'un et l'autre sont différents. Et s'ils ne diffèrent ni par eux-mêmes ni par l'autre, toute différence entre eux est supprimée. Il est à la fois semblable et dissemblable à lui-même et aux autres, différent des autres dans la même mesure où les autres diffèrent de lui, ni plus ni moins, c'est-à-dire semblablement. Il est donc semblable aux autres. En tant que le mot autre s'applique à l'un et aux autres, ils ont un caractère identique et par là sont semblables. Mais l'un étant le même que les autres, c'est une manière d'être contraire à celle d'être différent des autres. Or, en tant que différent, l'un nous est apparu semblable, donc, en tant que le même, il sera dissemblable. L'un est en contact et n'est pas en contact avec lui-même et avec les autres. Par le fait qu'il est en lui-même, il se touche lui-même. Par le fait qu'il est dans les autres, il touche les autres. D'autre part, tout ce qui doit toucher quelque chose doit être placé à côté de cette chose. Dès lors, l'un pour se toucher lui-même devrait être placé à côté de lui-même, mais pour cela il faudrait qu'il fût deux. Les autres étant différents de l'un n'ont pas de nombre, donc l'un est le seul à être un, il n'y a pas de dualité, donc pas de contact. L'un est égal et inégal à lui-même et aux autres. L'un ne peut être plus grand ni plus petit que les autres, puisqu'il n'a ni grandeur ni petitesse. Donc, ne les surpassant pas, et n'en étant pas surpassé, il doit leur être égal. Pour la même raison, il est égal à lui-même. Étant en lui-même, il s'entoure lui-même, donc il est plus grand que lui-même, et en tant qu'entouré, plus petit que lui-même. Il est inégal aux autres choses, car étant en elles, il est plus petit qu'elles, et les autres choses étant dans l'un, il est plus grand qu'elles. L'un est égal, supérieur et inférieur à lui-même et aux autres, parce qu'il contient des mesures égales à lui-même et aux autres, ou supérieur ou inférieur en nombre. L'un devient et est plus jeune et plus vieux et du même âge que lui-même et les autres choses. L'un en effet, participant de l'être, participe aussi du temps. Il devient donc plus vieux que lui-même, et comme celui qui devient plus vieux qu'un qui devient plus jeune, en devenant plus vieux que lui-même, il devient à la fois plus vieux et plus jeune que lui-même. Quand en devenant plus vieux il atteint le présent, il s'arrête de devenir. Et il est à ce moment plus vieux et plus jeune que lui-même. Mais comme il devient ou est aussi longtemps que lui-même, il a le même âge que lui-même, et il ne devient ni plus jeune ni plus vieux que lui-même. D'autre part, comparé à la multitude des autres choses, il est ce qu'il y a de plus petit, et les plus petits étant nés avant les plus grands, c'est l'un qui est né le premier. Il est donc le plus vieux. Mais l'un ayant des parties, un commencement, un milieu et une fin, n'existe qu'avec la fin de tout. Il est donc le dernier-né, et par conséquent plus jeune que les autres choses.
Mais le commencement, le milieu et la fin étant des parties, et l'un accompagnant la naissance de chacune d'elles, l'un a le même âge que les autres choses. Autre point de vue, si à un temps plus long et à un temps plus court on ajoute un temps égal, le plus long dépasse le plus court d'une fraction, non de la même fraction mais d'une plus petite, et à mesure qu'on ajoutera la même quantité de temps, la différence d'âge deviendra toujours plus petite. Et alors, le plus vieux deviendra plus jeune qu'auparavant par rapport à ceux qu'il dépassait en âge, et les autres plus vieux par rapport à lui. C'est ainsi que les autres deviennent à la fois plus vieux et plus jeunes que l'un, et l'un que les autres. Mais parce que l'un participe du temps, on peut dire qu'il a été, on peut dire qu'il est, qu'il a été, qu'il sera, qu'il y a quelque chose à lui et de lui, qu'il peut être nommé et connu.